Voilà, donc là, on enregistre. On peut dire déjà bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à ce webinaire de l'AFSR, Association française du syndrome de Rett. Caroline, si tu veux partager, on peut commencer tout de suite avec le diaporama. Mais elle était déjà visible, normalement, vous ne le voyez pas? Alors, c'est peut-être moi. Ah, c'est parce qu'elle était visible. On le voyait, Caroline. Oui. Ah, c'est super. Oui, oui, c'est moi. Ça commence bien. Voilà, donc nous sommes membres du CPME, Conseil paramédical et éducatif de la FSR, et vous voyez quelques-unes de nos activités résumées ici, notamment des formations et des webinaires comme ce soir. Voilà, et des interventions sur les journées nationales du syndrome de Rett. Nos rôles, susciter des travaux de recherche, mettre en place... Caroline, t'as été trop vite. Oui, et il y a tant de latence, comme dans le handicap et dans notre... sur l'ordinateur, donc il y a un petit décalage, donc voilà. Pas de Désolée. souci. On cherche à mettre en place des actions au service des familles, à créer des conditions de développement d'un esprit de partenariat entre les familles et les professionnels, et à assurer un rôle de référence à l'égard des professionnels des domaines paramédicaux et de l'éducation spécialisée pour les personnes atteintes du syndrome de Rett. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Anne-Laure Ziliox, je suis ergothérapeute installée actuellement au Luxembourg, j'ai été formée en France. Je suis particulièrement intéressée par l'accompagnement des personnes dites à besoins complexes, donc troubles neurodéveloppementaux, syndromes génétiques rares, toutes les personnes dites polyhandicapées et les handicaps moteurs plutôt euh, lourds, voilà, très handicapants. Et puis, bien sûr, je m'intéresse aux outils de communication alternatifs et augmentés, et puis à la question des apprentissages. Vous avez sur la diapo mon site internet, et récemment, j'ai créé avec des collègues une association qui s'appelle lesraconteuses.fr. Je vous laisse aller découvrir ça sur le site internet. Euh, petit copyright pour les pictogrammes dans les quelques diapos que je vous présenterai pour Arasac. Voilà. Ah ben c'est moi. Moi j'ai repris une présentation toute faite, hein, Donc moi je suis belge, institutrice de l'enseignement spécialisé et membre de quelques associations, formatrice aussi. Et si vous voulez mes contacts par Facebook beaucoup ou par mail, mais je ne l'ai pas mis. Moi j'étais moins bien que mes collègues. Moi, j'ai pas mis de photo en fait. Je dois être timide. J'ai juste mis un petit avatar en fait sur le bas de chaque diapo que j'ai faite. Moi, je m'appelle Marilyn Poito. Je suis aussi pas mal militante dans la vie associative. J'ai oublié de vous les citer, mais c'est pas bien grave. Je suis essentiellement aidante familiale. AESH, alors je ne sais pas comment on dit pour un étudiant qui est non oralisant en fait, que j'accompagne sur ses cours à la fac et notamment en termes d'adaptation pédagogique parce que ça demande pas mal d'adaptation pédagogique. Je suis formatrice en CAA, enseignante spécialisée et également mentor en CAA et apprentissage. Voilà. Alors moi, vous me trouverez plus facilement avec Trastavoix, en fait, qui est le site, entre autres, en fait, le site que je co-anime avec mon fils. En fait, pour les contacts Facebook, ça sera Trastavoix essentiellement pour Hugo. Moi, j'ai davantage investi les pages Doxabox, tous compétents, et Marilyn Poito. Vous me retrouvez également sur LinkedIn. Et puis, j'en profite, puisque ça pourrait vous intéresser, je pense, je vous parle de la chaîne YouTube Trace à vous aussi, parce que je ne suis pas très, très créative. Voilà, sur laquelle mon fils Hugo partage son expérience de personne non oralisante sur des problématiques comme typiquement l'acquisition de la continence urinaire
voilà, des questions autour de l'inclusion. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant d'avoir ben, l'avis d'une personne concernée. Donc, je me permets de vous glisser ben, cette référence, en fait. Voilà. Merci. Alors moi, je vais commencer, vous voyez le petit icône rose-orange pour me représenter. En fait, je vais commencer par vous parler de l'hypothèse la moins dangereuse. En fait, pour moi, c'est vraiment essentiel de commencer à parler, à parler de ce sujet des apprentissages en ouvrant par l'hypothèse la moins dangereuse. L'hypothèse la moins dangereuse, elle a été définie en 1984 par Anne Donnellan. On retrouve en fait, enfin elle est citée entre autres par Buckelman et Miranda, qui est le grand livre de référence sur la communication alternative et améliorée. Et ce principe, en fait, voudrait que quand on est avec des personnes qui sont dans une situation de trouble de la communication, de trouble des apprentissages, ben on choisit toujours l'hypothèse qui, si on fait erreur, aura le moins d'impact sur la vie, ben, sur la vie de la personne concernée, en fait. C'est-à-dire que on prenne toujours la solution qui pourrait être, qui serait la meilleure et la plus ambitieuse, osons dire, pour la personne, en fait, de manière à tirer systématiquement les personnes vers le haut et pour éviter également de mettre un plafond de verre, en fait, sur les personnes. C'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, en fait, c'est la notion d'hypothèse la moins dangereuse. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps euh, de parler suffisamment parce que comme je prends la parole en premier, il faut quand même que je laisse la parole aussi à Anne-Laure et à Caroline. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de moduler le regard qu'on peut poser sur les personnes qui vont être en situation de difficulté, pardon, de communication euh, et qu'on devrait garder en tête systématiquement. Je pense qu'on peut tourner la page. En fait, l'hypothèse la moins dangereuse, elle m'amène à vous parler de l'effet Pygmalion, pardon, et de l'effet Golem. Cet effet Pygmalion et cet effet Golem, il a été défini dans les années 80 également par Rosenthal et Jacobson, qui sont des psychologues américains en fait, et qui définissent des choses qui semblent évidentes, mais de les poser et de les voir, enfin de les poser dans des écrits scientifiques en fait et de les voir ensuite résumés ainsi sur ce schéma, ça nous montre en fait que la spirale, elle peut avoir deux effets. On peut transformer un cercle vertueux en cercle vicieux ou inversement. Je vous explique cet effet Pygmalion que vous connaissez peut-être. L'effet Pygmalion, en fait, il dit que mes actions envers les autres, la manière dont moi je vais me comporter, va influencer les croyances que les autres vont avoir sur moi. Ça, jusque-là, c'est assez simple. Mais les croyances que les personnes vont avoir sur moi vont également avoir un impact sur les actions que les autres vont pouvoir avoir à mon égard. Ces actions, en fait, elles vont également avoir un impact sur les pensées secrètes que j'ai sur moi-même. Là, ça commence à devenir un petit peu compliqué parce qu'on est sur un mécanisme en cascade. Et le pire, c'est que ces pensées secrètes, elles vont forcément, de la même manière, modifier les actions que moi, je vais avoir par rapport aux autres. Vous voyez immédiatement l'effet cercle vicieux ou l'effet vertueux ou vicieux. Alors perso, je préfère miser sur le cercle vicieux et sur le cercle vertueux, pardon, ouf, joli lapsus, que sur le cercle vicieux. Ce qui est intéressant, et moi je m'en suis rendu compte au quotidien avec mon fils, qui certes n'a pas le syndrome de Rett, mais peut, par les difficultés qu'il rencontre, voilà, enfin, c'est des difficultés que vous pouvez également rencontrer au quotidien.
je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où on était dans des périodes de cercle vertueux, totalement vertueux, dans les effets Pygmalion. Et là, on voit ben, des choses qui se mettent en place et on a l'impression que la vie, elle est rose. Et puis, de temps en temps, ben, on bascule dans le cercle vicieux. Et en fait, on se rend compte que comme ça, on peut passer facilement d'un effet à l'autre, juste en venant modifier quelques petits éléments. Et par exemple, ben, pouvoir rappeler qu'on croit dans l'enfant, enfin, ben, les croyances qu'on peut avoir sur l'enfant. Donc, typiquement, Caroline, si tu peux montrer les croyances que les autres ont sur moi, ben, on peut. Oh non, reviens sur l'autre. Mais revenir juste sur la petite sphère, les croyances que les autres ont sur moi. Voilà, on peut très très bien travailler là-dessus en fait et modifier les actions que nous on va avoir à l'égard de la personne. Ça, c'est un petit truc qui peut beaucoup vous aider dans le quotidien, à traverser les périodes qui vont être un tout petit peu plus difficiles. On peut changer de diapo. Alors, tous ces jolis schémas, en fait, ils ont un effet, en fait, qui me semble extrêmement important à montrer dans le cadre de cette rencontre autour, ben, autour des apprentissages dans le syndrome de Rett. Donc, je vous ai parlé de l'hypothèse la moins dangereuse. Je vous ai parlé de l'effet Pygmalion, de l'effet Golem. Et je ne sais pas si vous voyez, mais entre l'effet Pygmalion et l'effet Golem, moi, j'ai placé un petit trait gris que j'ai intitulé le plafond de verre. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui va se passer. Et l'effet Golem va maintenir la personne, en fait, ben, dans des cercles vicieux et va contribuer à ce qu'on peut appeler l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est le fait ben, là d'aller dans l'hypothèse la plus dangereuse et voilà, celle qu'on va essayer d'éviter. Et c'est-à-dire penser systématiquement, ben, il peut pas, elle peut pas, c'est pas possible. C'est trop difficile, c'est trop ci, c'est trop ça. Voilà, tandis que l'effet Pygmalion va permettre en fait de développer tous les volants, enfin toutes les directions de l'éducabilité mais qui est chère à Mérieux, qui est chère à enfin, à plein de monde, et va permettre en fait ben, de contribuer au développement et à l'épanouissement de la personne et de répondre ainsi ben, aux injonctions de la Haute Autorité de Santé qui milite ben, enfin, qui préconise, pardon, plutôt que militer, c'est plus adapté, la pratique de la littératie et de la numératie pour toutes les personnes qui sont en situation dite de handicap, de déficience intellectuelle. Voilà, c'est un texte, c'est des recommandations qui datent de 2022. Je pense qu'on peut tourner. Alors, cette phrase, ben, je l'ai trouvée très très intéressante. Elle vient je ne vous prononcerai pas son nom parce que mon anglais fait peur en fait, mais d'une orthophoniste ben, qui a travaillé entre autres sur le programme d'APICEA en fait, et qui précise, qui nous rappelle surtout que quand la communication d'un enfant est entravée, on ne sait pas ce qu'il sait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et qui doit venir faire écho à l'hypothèse la moins dangereuse. Quand on le met en relation, ben, on se rend compte que très très rapidement, si on ne sait pas ce qu'il sait, on peut partir du principe qu'il ne sait rien et rien essayer d'apprendre. Et on peut partir du principe qu'on va essayer d'apprendre et puis on verra, on verra. Donc on va voir sur la diapositive suivante. Pardon. Alors là, c'est une question qui me semble extrêmement intéressante en fait. C'est la question de la labilité des compétences versus la labilité dans l'expression des compétences. En tant qu'enseignante spécialisée, j'ai souvent été confrontée à cette difficulté en fait. Le lundi à 10 heures, Loulou savait faire son exercice de maths, mais par contre, le mardi à 10h15, il ne savait plus en fait. Et c'était incompréhensible pour moi parce que c'était exactement la même difficulté et il n'y avait pas de raison qu'on y arrive le lundi et qu'on n'y arrive pas qu'on n'y arrive pas le mardi. Donc j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal lu
Et, euh, et j'en arrive à l'interrogation. Alors, c'est pas une certitude, c'est vraiment c'est l'état de mes réflexions actuelles. Mais je pense que ça peut être vraiment très très intéressant pour les jeunes demoiselles et les jeunes garçons d'ailleurs aussi euh, qui ont le syndrome de Rett. En fait, est-ce que je me suis perdue dans ma phrase, mais c'était bien. Euh, En fait, je me suis vraiment demandé si, compte tenu des troubles praxiques et de l'anxiété de performance, qui sont des éléments constitutifs du syndrome de Rett, en fait, enfin qu'on retrouve souvent dans le syndrome de Rett, je me demande vraiment si on peut parler de l'habilité de compétence ou s'il ne faut pas aller chercher un petit peu plus loin et se demander si l'habilité, elle n'était pas plutôt dans la capacité à exprimer les compétences. Voilà, donc ça c'est quelque chose que peut-être Anne-Laure reprécisera après. Mais moi c'est vraiment une interrogation que j'ai envie voilà, de glisser derrière votre oreille en fait. Et ça me permet de vous rappeler, enfin de vous rappeler, peut-être pas de vous rappeler en fait, mais de glisser une des phrases qui peut être comme les appelle Hugo, mon fils, sur la notion d'erreur, en fait. Euh, Parce que c'est vrai que lorsqu'on est en situation de handicap, lorsque le langage oral n'est pas fonctionnel, ben, on se rend vite compte, en fait, que et il n'a pas tout à fait tort quand il le dit qu'une erreur et toute ton intelligence est remise en question quand tu es sans voix. La question de l'erreur, en fait, elle va de suite nous amener sur des préjugés, en fait, et va nous amener à re-questionner systématiquement tout le potentiel de la personne. Et ça va nous amener enfin, ça revient, je reviens là sur cette question, avec cette question sur l'hypothèse la moins dangereuse d'Anne Donnellan, en fait. Donc réfléchissez, essayez de garder aussi cette petite phrase en question. On ne remet pas en erreur toutes les compétences d'une personne lorsqu'elle fait une erreur. On essaye plutôt de comprendre la source de l'erreur, d'analyser l'erreur. Et surtout, on valorise l'erreur et on essayera peut-être, on peut peut-être tourner euh, on essayera peut-être de faire varier les contextes d'évaluation en fait. Parce que peut-être que ben, là aussi, Anne-Laure, je ne veux rien divulgacher, mais le contexte d'évaluation, peut-être que le mardi à 11h moins le quart, quand on commence à avoir le petit creux et être un peu en hypoglycémie, c'est peut-être pas le meilleur moyen, le meilleur moment pour évaluer une compétence. Et puis, j'aime bien les citations des personnes concernées, en fait. J'aime vraiment concernés ou pas par le syndrome de Rett. J'aime beaucoup les citations. Et je voulais vous parler de celle-ci de Philippe Aubert dans Rage exister, page 33, qui nous précise que il était capable d'avoir 2 sur 20 ou 18 sur 20 selon la compétence de la personne avec qui il s'était préparé. Et que plus il était en confiance et meilleures étaient les notes. Cette situation forcément le mettait en porte-à-faux puisque en fait il y avait des suspicions de favoritisme qui en découlaient. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est à garder en tête aussi. Je suis désolée. Hugo, tu me laisses 2 secondes s'il te plaît. Tu me laisses 2 secondes, j'arrive après. Donc voilà, je pense que là aussi, dans les qualités des personnes qui accompagnaient Philippe et dans le regard qui était posé sur lui, il y avait aussi des choses qui pouvaient expliquer ces différences de notes. Mais ça, ce n'est que mon interprétation a posteriori sur le texte. On peut tourner? Voilà, mais j'ai fini. Donc moi, je remets mon micro. Merci Marilyn. Marilyn a abordé des notions vraiment très importantes à avoir en tête lorsqu'on parle apprentissage, notamment dans le syndrome de Rett.
De mon côté, on va repartir de mon point de vue un peu plus, enfin un peu ergothérapeute, carrément ergothérapeute. J'aime bien, je voulais repartir avec une petite définition sur apprendre parce que vous allez voir après, on va avoir des choses, des activités très pratiques et très bien pensées que Caroline met en pratique tous les jours à l'école avec des enfants avec différents types de défis. Et, euh, et puis bah, voilà, je voulais rappeler que l'apprentissage, les apprentissages, c'est pas seulement à l'école. Et, euh, et donc, c'est vraiment apprendre, c'est un processus par lequel on acquiert des connaissances, des compétences ou des comportements par l'étude, l'observation, la pratique ou l'expérience. J'ai aussi lu, et j'ai pas retrouvé la source, que apprendre, c'était adapter son comportement, et qu'à chaque fois qu'on adaptait son comportement, on apprenait. Et du coup, eh bien, apprendre, c'est les apprentissages formels, comme ceux réalisés à l'école, hein, c'est apprendre à lire, à écrire, ou quand on est dans un cadre professionnel, en tant qu'ergothérapeute ou enseignante, on apprend beaucoup. Mais c'est aussi tous les apprentissages informels, tout ce qu'on a appris sans y penser, ne serait-ce que marcher, mâcher. C'est aussi connaître le nom des personnes qui nous entourent. Euh, voilà. Et du coup, c'est par l'expérience quotidienne et l'interaction avec l'environnement qu'on apprend. Voilà, donc ça, c'était vraiment quelque chose dont on voulait parler, du fait que ce webinaire ne portait pas sur l'école. Voilà. Et donc, de ma position d'ergothérapeute, Marilyn a déjà un peu abordé les choses, hein, quand elle parle de l'habilité de l'expression des compétences, on est bien d'accord, hein, alors, une compétence, c'est ce qu'on est capable de faire. Et une compétence, bah, c'est valable au moment T, non, c'est M du coup, au moment M, dans un environnement E, voilà. Et il y a des choses qu'on est capable de faire à certains moments, à certains endroits, avec certaines personnes, et qu'on ne sera pas capable de refaire à un autre moment. Voilà. Et ça ne fait pas de nous des gens qui ne peuvent pas apprendre. Ça fait de nous des gens qui sont variables, des gens humains. Maintenant, pour optimiser les apprentissages, on a besoin que certains de nos besoins soient remplis. Donc, on aurait pu citer la pyramide de Maslow. Mais et voilà. Et du coup, moi, j'ai réfléchi pour une jeune fille avec le syndrome de Rett. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être une jeune fille, ça peut être une jeune enfant, ça peut être une adulte, hein. Qu'est-ce que c'est être prête à apprendre? Eh bien, c'est être confortable, être bien éveillé, être rassuré, être intéressé et avoir ses outils de communication. On peut tourner la page. On va détailler un petit peu ensemble. C'est une petite checklist, hein, être confortable, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est quand nos besoins primaires sont couverts, c'est-à-dire qu'on n'a pas faim, on n'a pas soif, on n'a pas trop chaud, on n'a pas trop froid et on n'est pas trop fatigué. C'est quand on n'a pas mal, c'est quand on est installé aussi confortablement et on peut apprendre assise, on peut apprendre allongé, on peut apprendre debout, il n'y a pas de restriction. Et puis un petit check sur les éblouissements qui peuvent être assez gênants et qui sont assez difficiles à expliquer. Voilà, être bien éveillé. Qu'est-ce que c'est être bien éveillé? Bah, c'est être ni trop ni pas assez. On connaît tous ces moments où on est fatigué, où on a faim, où on n'est pas disponible, on n'est pas bien régulé pour apprendre, pour partager avec d'autres, des choses comme ça. Et des fois, on va être aussi trop excité, on a trop besoin de bouger, par exemple. Et bien tout ça, il faut apprendre à le réguler. Donc en tant qu'adulte, on a eu beaucoup d'expérience à ce sujet-là et les enfants, eux, ils en ont moins. Et quand on a des défis, on a encore plus de mal à se réguler soi-même et on a encore plus besoin de co-régulation. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de savoir ce qui aide la personne à se réguler. On va penser à des mouvements, ça peut être des balancements, ça peut être simplement pouvoir se lever et marcher. Ça, c'est très important pour beaucoup de monde. Voilà, moi je viens de faire glisser délicatement mon poids d'une fesse sur l'autre. C'est un mouvement qui régule. On peut penser à la musique. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un fond musical pour pouvoir se rendre disponible.
On sous-estime souvent les odeurs. Il y a des odeurs tonifiantes, des odeurs calmantes. Et donc, c'est intéressant par l'observation, par la discussion avec les autres personnes qui s'occupent de l'enfant ou de l'adulte que vous accompagnez, d'avoir une petite liste de choses comme ça qui l'aident à se réguler. Et c'est aussi intéressant de savoir décrire dans un petit passeport, par exemple passeport de communication, une petite présentation, comment la personne elle est quand elle est régulée. Et par exemple, dans le syndrome de Rett, c'est pas parce que la jeune fille se balance qu'elle n'est pas attentive. Souvent, c'est un mouvement qui va leur permettre justement d'être bien attentive et qui montre que elles sont là. Voilà, donc il y a des balancements comme ça, il y a des balancements d'un côté à l'autre. Et ça aussi, c'est intéressant de le décrire. Il y a d'autres personnes qui vont avoir ce qu'on appelle un peu un STIM, qui sera plutôt vocal, comme un mmh ou des tot 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 tot. Ça aussi, ça ne veut pas dire que on n'est pas attentif à ce qui nous entoure. Des fois, c'est une stratégie pour être attentif. Et puis, donc on va parler après d'être intéressé et du coup la stimulation doit être suffisante. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut noter. Ce n'est pas parce qu'un enfant s'endort enfin un enfant ne s'endort pas forcément parce qu'il est fatigué, mais c'est, aussi parce que, des fois parce qu'il s'ennuie. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses intéressantes à noter quand vous vous rendez compte que c'est, un comportement qui arrive quand votre enfant, ou la personne que vous accompagnez s'ennuie, elle s'endort. C'est pas forcément de la fatigue, il faut le noter dans une petite présentation pour que les personnes qui la rencontrent le sachent. Voilà, des routines quotidiennes riches, ça inclut, des choses des gens à voir, des choses à faire, des endroits où aller, du mouvement, beaucoup de mouvement et on a parlé des odeurs et puis je voulais aussi parler de l'alimentation et au CPME, on a, une nutritionniste diététicienne, Laure, qui nous ravit souvent avec, des recettes très stimulantes et je pense à des enfants que moi je vois en visio et qui aiment bien, croquer, des noix de cajou pendant la visio. Ça aussi, c'est quelque chose qui, apporte beaucoup de stimulation, de mâcher quelque chose et bah, ça fait partie des choses auxquelles il faut penser. Si vous souhaitez être, accompagné pour, mieux analyser toutes ces choses-là, n'hésitez pas à demander. C'est le travail, notamment des psychomotriciens ou des ergothérapeutes avec, on a des évaluations, qui peuvent nous, ouvrir quelques portes, sur tout ça comme, le profil sensoriel de Dune et il y en a des complémentaires pour, savoir qu'est-ce qui stimule, qu'est-ce qui calme, les personnes, avec leurs défis. On peut passer à la diapo d'après. Donc être rassuré, le sentiment de sécurité, ça c'est très important et par quoi ça passe? Ça passe par se sentir respecté, reconnu et accueilli. Donc c'est des toutes petites choses, hein, on le sait, c'est, nommer la personne, c'est lui souhaiter la bienvenue, savoir ce qu'il va se passer. Alors je vous ai mis un petit picto, c'est ces fameux plannings, c'est aussi, simplement la verbalisation, hein. De prévenir, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pendant cette séance de kiné, par exemple? Quel est l'objectif de la séance? Toujours penser au fait qu'une personne, pour apprendre, pour se sentir en sécurité, elle a besoin de comprendre ce qu'on attend d'elle. Ça va passer par, des choses très explicites, aujourd'hui, on va marcher ensemble, on va faire 5 pas. Aujourd'hui, on va s'entraîner à attraper des petits objets ou des moyens objets. Et puis, on peut faire, une démonstration et aussi, on sait que, les jeunes firettes, elles sont très attentives à ce qui se passe, visuellement, mais aussi auditivement. On peut décrire, la ce qui est attendu et comment on doit le faire. Pour être en sécurité, on a besoin de se sentir acteur, donc ça va rejoindre aussi les outils de communication, alternatifs et améliorés qui permettent de donner son avis, qui permettent de dire, ce qu'on a envie de dire et ça rejoint aussi, toutes les facilitations, tous les outils facilitateurs des actions motrices, donc toutes les aides techniques qui vont permettre de participer aux gestes, ça peut être de quoi peindre de manière adaptée, c'est les jeux vidéo, c'est les crayons grossis, tout ça. Voilà, toutes les aides techniques permettent de faire avec et de se sentir acteur. Ça va avec, savoir ce qui va se passer, c'est important de connaître les personnes, les lieux. J'ai entendu récemment, un retour d'une famille dont, la petite fille a été en stage d'éducation conductive. Ils ont un rituel très intéressant. Ils lui font faire le tour de la pièce
à chaque fois qu'elle arrive en stage et ils lui décrivent, les lieux, cette étagère, c'est le matériel avec ça, et cetera, de la pièce et tous les jours, même si elle était là la veille et je trouve ça, très intéressant et aussi très respectueux, parce que, bah, on a tous le droit, de d'oublier et puis comme elle ne parle pas, de manière orale, c'est plus difficile pour elle de poser des questions et je trouve ça intéressant d'anticiper d'éventuelles questions et puis, bah, c'est la même chose pour les personnes, hein, que chacun puisse se présenter, expliquer qui il est, ce qu'il fait. L'environnement serein, c'est, des petites choses comme, c'est bien si, elle ne tourne pas le dos à la porte, c'est, la musique qu'elle aime bien, des odeurs sympas et cetera. On peut tourner, merci Caro. Avoir ces outils de communication, pouvoir, s'exprimer, c'est un besoin, c'est un droit. Hem, Comment on peut faire pour s'exprimer? Quelles sont les petites, compétences? Ce ne sont pas des prérequis, mais les compétences qu'on peut acquérir, qu'on peut apprendre. On peut apprendre à désigner au regard, parmi, plein d'items. J'ai mis 8 parce que, vous savez pourquoi j'ai mis 8? C'est parce que le pod, accès alternatif, avec le carré découpé au milieu, il y a 8, il y a 8 pictos. Voilà pourquoi j'ai mis 8 et pourquoi j'ai mis 2 parce que, choisir parmi un c'est pas possible et parmi 2 c'est très facile parce que, nous-mêmes, nous avons toujours 2 mains et donc on peut montrer un objet ou l'autre, un picto ou l'autre et puis c'est souvent comme ça qu'on commence parce que c'est très clair au regard de quel côté regarde la personne. Voilà. On peut désigner avec la main, on peut désigner avec les yeux, on peut désigner avec la langue, on peut désigner avec le menton, on peut désigner avec les pieds, on peut désigner avec le nez et on peut aussi désigner en marchant vers. Voilà, c'est aussi une forme de désignation. Il y a aussi, toutes ces personnes qui prennent la main de leur interlocuteur et les amènent vers quelque chose. Ça s'appelle désigner. Et puis, bah, quand, moi j'ai souvenir d'une petite fille avec le syndrome de Rett que j'ai accompagnée il y a bien longtemps, qui, désignait en venant se mettre devant la radio pour qu'on l'allume. Voilà, donc c'est aussi ça, désigner, hem, pour les apprentissages, pour la conversation de tous les jours, il faut bien penser on a besoin d'un outil robuste, complet et de, vocabulaire spécifique lié aux apprentissages et je ne sais pas, si j'arrive à je voulais juste vous partager, un petit truc, voilà, un petit truc récent que j'ai fait sur MindExpress. Alors, est-ce que, Caroline, si toi tu arrêtes, voilà, le partage d'écran, est-ce que moi j'arrive à partager? Tadam! Toujours le mystère, hein. Hop, partager l'audio. Voilà. Ah, vous devriez voir mon Mind Express avec un pod 60. Est-ce que c'est ça? Ouais, Caro, elle dit oui, super. Alors, très récemment, donc le pod 60, il est déjà moi j'aime beaucoup parce qu'il est quand même déjà très complet en termes de vocabulaire. Et là, voilà, un petit truc qui m'a pas pris trop de temps, vous voyez? Donc là, on est déjà dans des pages spécifiques sur l'école, donc on est plutôt dans les apprentissages formels. Et puis, bah, là, on va un peu les quitter, mais je passe par ici. On fait matière, maths et ici, vous voyez argent et simplement, à la demande, d'une, fillette que j'accompagne, j'ai rajouté toute la monnaie, tout ce qui existe. Voilà, parce que, bah, elle va en classe, hein, elle est en CP et puis ils ont commencé à en parler et puis parce que c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup, les sous. Voilà, donc ça, c'est, 3 colonnes que j'ai rajoutées. Je me souviens plus très bien, mais je pense que j'ai rajouté courses en ligne aussi, hein, quand on fait les achats sur internet parce que ça n'y était pas. Voilà. Donc ça, c'est du vocabulaire, ajouté, mais je peux juste ressortir. Au quotidien, on parle en famille, hein, hop, je voudrais là, je suis toujours sur mathématiques, hein. Des fois, on fait des additions, des fois, on fait des soustractions, des fois, on fait des devinettes. Voilà et si je veux revenir à ma page principale, il y a d'autres choses, hein, dans les lieux. Voilà, on peut parler de tout ça et puis on peut parler aussi des pays du monde. Voilà, donc ça, c'est pas du tout quelque chose que j'ai fait moi-même, hein, ça y est déjà et ça permet d'enrichir des discussions, d'apprendre des nouvelles choses, des nouveaux mots. Voilà, c'est toujours très intéressant de pouvoir parler de
l'océan austral, même si bah, au début, c'est un peu par hasard. Voilà, j'arrête mon partage d'écran. Tu peux du coup remettre notre diaporama. Hop, il faut que je revienne. Super, merci. Voilà. Quand on sait désigner au regard ou parmi plusieurs items, c'est très pratique. Les petites cartes, oui, non. La carte, je ne sais pas. La carte, je veux dire autre chose. Dans les apprentissages qui sont très importants, c'est de pouvoir poser des questions. Pensez au fait qu'un enfant entre 2 et 4 ans, il va demander pourquoi, 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 pourquoi toute la journée. Et puis on l'a vu, comme il s'agit d'être régulé, de se sentir en sécurité, d'être confortable, c'est important de pouvoir dire ce qui ne va pas. Et c'est aussi un objectif d'éducation, d'apprentissage super important pour tout le monde. Voilà. Caroline, tu peux passer. C'est prouvé, hein, pour apprendre, il faut être intéressé. Quand on est intéressé par quelque chose, on apprend, quel que soit le quelque chose. Que ce soit sortir, aller se promener, marcher dans la forêt, que ce soit les Pokémon, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit une autre langue, que ce soit quand il y a des gens qui sont très intéressés par leur entourage. Du coup, les anecdotes de la vie de chacun, c'est apprendre. Retenir le prénom de tout le monde, c'est apprendre. Voilà. Et donc, ce qui va nous aider à accompagner une personne qui a de multiples défis dans ses apprentissages, c'est à connaître ses centres d'intérêt pour savoir qu'est-ce qu'elle a envie d'approfondir. Et, euh, et puis, des fois, on se rend compte que ces centres d'intérêt nous semblent un peu restreints. Alors, dans ces cas-là, je conseille déjà d'en faire une super liste et puis de faire aussi une liste des centres d'intérêt de l'entourage, parce que souvent, c'est quand même un peu contagieux, ces choses-là. Les centres d'intérêt, ça se développe. Ça se développe à partir de ceux qu'on connaît déjà, et puis on essaye voilà, si un enfant est très intéressé par un type d'animal, je pense les tortues. Eh bien, les tortues, ça peut être à la plage, les tortues, ça peut être sur la terre. Les tortues, ça ressemble à tel animal préhistorique, etc. Et puis on va voir si quelque chose d'autre accroche à partir de là. Pour être intéressé, pour pas se démotiver, il faut vraiment penser aux activités qui doivent être adaptées aux défis moteurs, aux défis sensoriels. Sinon, on se retrouve dans ce qu'on appelle la double ou la triple tâche. Et puis, si vous voulez vous en savoir plus à ce sujet-là, c'est Michel Mazot, en France, la médecin, qui a beaucoup, beaucoup écrit et diffusé cette notion de double tâche. On va essayer de chercher des activités qui sont adaptées à l'âge. Alors, bien sûr, même si une personne de 16 ans est intéressée par Peppa Pig, il n'y a pas de souci. Peppa Pig, c'est toujours très intéressant. Ça n'empêche pas d'aller proposer d'autres types d'activités adaptées à cet âge-là. À 16 ans, on va au bowling, par exemple. Voilà. On a même le droit d'emmener ses badges Peppa Pig au bowling, mais à 16 ans, on va au bowling. À 16 ans, on peut aimer danser. À 16 ans, on va regarder certains types de films qu'on ne regarde pas quand on a 4 ou 5 ans. Le goût de l'effort, ça se développe avec des petits challenges. Voilà, et c'est là où c'est un défi de trouver le challenge adapté. Il faut arriver à se mettre en situation de réussite. Voilà. Et quand on fait quelque chose de difficile, quand il faut le répéter, il ne faut pas oublier qu'on a tous le droit à des récompenses adaptées. Des fois, la récompense sociale, «Waouh, c'est super ce que tu as fait», les félicitations de tout le monde, ça suffit et des fois ça suffit pas et heu et voilà et donc là, on va penser à des récompenses immédiates, on va penser à des récompenses différées, plein de petites choses comme ça. Une récompense immédiate, c'est: «Waouh, on a fini l'exercice, super», on peut faire un check, on peut, recevoir, une noix de cajou, on peut recevoir un stickers. Et une différée, bah, c'est quand, on va se dire: «Ah, cette fois-ci j'ai réussi, mais j'aurai une récompense quand, je l'aurai réussi 4 ou 5 fois». Voilà, donc faut penser aussi, quand on est accompagnateur, dans ses apprentissages à se récompenser soi-même parce qu'on peut tourner la page, Caroline. Il faut penser que quand on veut apprendre quelque chose, ça demande beaucoup, beaucoup de répétition. Mais et je l'ai mis en gros et vous allez le voir avec, les exemples que Caroline va vous montrer. Les répétitions,
Quand on propose des répétitions pour un entraînement à quelqu'un qui souhaite apprendre quelque chose, que ce soit, marcher sur un terrain, hem, variable, hein, ou, ces tables de multiplication ou un geste moteur, par exemple, de désignation, c'est hyper important. C'est comme ça que, nos neurones se connectent, génèrent donc des connexions et puis, on automatise et après on sait. Mais attention, il faut vraiment pendant les répétitions, penser variation. Il faut qu'à chaque fois, l'activité soit différente, soit si c'est la même activité, parce que c'est rassurant de faire les mêmes activités, il y ait de la variation qui maintienne l'intérêt. Et là, bah, c'est tout le défi. C'est tout le défi de faire des parcours moteurs qui changent, de dire, «Bon, ben, on a beaucoup bossé en salle, maintenant, on sort». C'est tout le défi, en tant qu'ergothérapeute quand on travaille sur, bah, l'accès à l'ordinateur, de proposer, différents jeux, différentes, activités et même au sein de ces activités, bah, des niveaux qui vont être différents. Si on s'entraîne à aller pointer, un objet et bien on varie l'objet, voilà, parce qu'il faut que ça reste vraiment, très intéressant et que c'est vraiment le fun qui fait que ça s'inscrit, encore plus vite, dans nos neurones. Voilà et je crois qu'il me reste, 1 diapo. Peut-être 2 quand même, hein. En tant que parent, mais aussi en tant que rééducateur, enseignant, c'est intéressant de développer autour des personnes à défis complexes, mais autour des enfants, en général, une culture de l'apprendre et pour vous aider à faire ça, essayez de faire une liste de ce que vous avez appris ou entraîné sur une journée. Vous verrez que c'est trop, donc vous allez rester sur, 1 heure ou 2 heures et même quand vous avez l'impression que, pour, la personne, avec le syndrome de Rett que vous accompagnez, c'est pas passé grand-chose, essayez de voir, quelles interactions, qu'est-ce quels nouveaux essais, toutes les activités, toutes les tâches qui ont été accomplies et on se rend compte qu'on apprend toujours beaucoup. Être curieux, poser des questions, ça aide à apprendre. Pour une personne qui ne parle pas, c'est important que, l'entourage le fasse à haute voix et je l'ai mis à la fin, hein, s'entraîne à expliquer ses démarches, pour acquérir, par exemple, une nouvelle compétence, mais même simplement, pour, quand on cuisine, je casse l'œuf, attention, j'en ai mis à côté, oh là là, il faut que je cherche, quelque chose pour aller l'essuyer parce que voilà, c'est ce qui va, susciter Mais la curiosité. c'est pour ça que je parle tout le temps toute seule maintenant. Parce que j'ai tellement parlé à mon fils pour expliquer tout ça que maintenant je le fais tout le temps. Voilà et puis, Marilyn aussi, bah oui. Et en tant que toujours pareil, en tant qu'adulte modèle, hein, on peut se lancer des petits, grands, des défis, petits ou grands. Ça s'appelle sortir de sa zone de confort et puis il faut en parler avec ses enfants, hein, pour, être des bons modèles et puis, pour déployer, voilà, au sein de la famille, cette culture de l'apprendre, de l'effort, du goût de sortir de sa zone de confort. Faut pas viser trop grand, c'est vraiment ça peut être des petites choses, hein. Il y a pas de c'est une nouvelle règle du jeu, c'est, chercher des nouvelles ressources, chercher, des voilà. Mmh, il faut parler, il faut expliciter. Diapo d'après, s'il te plaît, Caroline. Voilà, j'ai eu envie de vous mettre, quelques ressources. Hem, alors il y a des choses spécifiques au syndrome de Rett comme, le lien vers la Rett University, c'est en anglais, mais, ils ont des webinaires comme nous ou des talks, et des cours, très intéressants si vous voulez apprendre plus de choses sur le syndrome de Rett, si vous voulez apprendre plus de choses sur comment, on peut apprendre quand on a le syndrome de Rett. Alors ils sont plutôt sur les apprentissages scolaires, hein, voilà. L'autre chose qui est spécifique au syndrome de Rett, c'est le guide pour la communication des personnes avec le syndrome de Rett, voilà, que vous retrouvez sur le site de la FSR en français. Des choses, moins, spécifiques au syndrome de Rett, mais qui vont être, spécifiques au polyhandicap. Il y a ce joli reportage de l'école de tous les possibles, sur, l'école, ouverte par Laura Cobigo, qui est, aussi enseignante spécialisée et qui est en fait une unité d'enseignement externalisée pour, enfants polyhandicapés maintenant
Et voilà, donc c'est sur YouTube. Et puis, rattaché à ce qui était donc le centre des possibles, vous avez le site Scopoli, qui se veut un site de référence où il y a pas mal de références. Et notamment, ils viennent de sortir un guide avec beaucoup d'idées d'aides techniques d'adaptation pour la scolarité. Voilà, des adaptations pour comment on peut s'asseoir, comment on peut organiser l'espace, etc. J'avais vu que Marilyn avait partagé l'adresse de son blog, parce que dans les références récentes et actuelles pour les apprentissages que je lis régulièrement, de témoignages, voilà, de témoignages d'apprentissage. Donc il y a celui de Marilyn pour Hugo, et puis vous avez le blog de Kahanar et Zazou. Zazou il est un peu plus jeune que Hugo, donc bah, c'est du maintenant, voilà, c'est en train, c'est du témoignage aussi. C'est toujours très sympa. Voilà, c'est pas le syndrome de Rett. Dans le syndrome de Rett, on a l'association Allegretto aussi. Et je pense que j'ai parlé de toutes les ressources que je voulais vous proposer ce soir. Voilà. Et du coup, maintenant, j'ai hâte parce que Caroline va nous montrer des activités pédagogiques qu'elle fait pour la maison et pour l'école. Merci. Alors, vous allez voir, Marilyn et alors, ce que vous avez dit, ça va revenir aussi dans les activités, vous allez retrouver, donc n'hésitez pas à m'interrompre et à le dire. Alors, il y a un petit temps de latence de quelques secondes, donc parfois c'est normal si on n'est pas bien coordonné. Et alors, on a choisi avec Marilyn et Anne-Laure de parler plutôt des mathématiques. Donc, je vais vous proposer trois choses, parce que moi, j'adore les maths, hein, c'est une de mes passions. Et en plus, c'est souvent ce qu'on délaisse. Donc, je vais vous montrer quand même que c'est chouette. Tout ce que je vais vous présenter, c'est aussi bien pour la maison que pour l'école, que pour une classe entière ou de l'individuel. Alors, d'abord, quelque chose, donc on a choisi trois activités principales. Quelque chose que je fais dans toutes les classes. Il faut savoir que dans l'école où j'enseigne, c'est de 2 ans et demi à 15 ans. Plus ou moins, les élèves, ils ont tous un handicap neuromoteur. Et il y a des élèves qui sont considérés comme niveau sensoriel. Vous voyez, le bien-être, etc. Puis il y a des classes d'apprentissage niveau ordinaire, si vous voulez, mais tous avec des défis. Et il y a évidemment un panel des classes très variées, beaucoup de troubles associés. Donc, c'est une activité, celle-ci, que j'ai pu faire qu'on peut faire dans toutes les classes. Donc, on ne peut pas me dire c'est trop facile ou trop compliqué. Même moi, je m'amuse avec ça. Mais, vous voyez, c'est à partir de 4 ans plus ou moins. Mais on peut le faire beaucoup plus petit. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, vous voyez le matériel qu'il y a dans cette boîte-ci. Il y a différentes boîtes, il y a différentes marques. Celui-là, c'est un de ceux que j'ai et que vous allez voir en photo. Donc d'abord, il y a déjà des cartes. Pas d'adaptation à faire, c'est facile. Vous avez les cartes qui représentent avancer, reculer, tourner à gauche, à droite et petite animation. C'est quand même pratique quand même déjà tout. Et vous voyez sur la souris, dans ce cas-ci, le bouton rouge, c'est la petite animation. Reculer, c'est la flèche jaune. De l'autre côté, on voit la souris qui va vers là et la petite flèche vers là. Donc, on peut choisir le côté qu'on veut. Vous voyez, avancer, tourner. Là, on démarre et on efface la commande. Vous allez me dire, au niveau moteur, c'est pas évident, mais ça, c'est le partenaire d'apprentissage, que ce soit le parent, le frère ou la sœur ou l'enseignant ou l'éducateur qui s'en occupe. Moi, mes élèves, ils utilisent ces petites cartes-là. Vous avez avec des cartes de petits défis avec des niveaux qui augmentent. Vous avez peut-être déjà joué. Nous, on adore tous les jeux Smart Games, etc. Vous voyez, il y a des défis qui sont parfois même difficiles pour nous. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les cartes. Vous avez aussi beaucoup de ressources, beaucoup d'enseignants qui ont partagé des préparations toutes faites. Là, je parle pour les enseignants. C'est cool, vous avez les préparations, vous voyez, espace et géométrie, et vous pouvez aussi vous en inspirer. Et comme je vous disais, il y a d'autres marques qui en font. Voilà un exemple, le Bibot, qui est assez connu. Moi, j'en ai un où ça ressemble plus à un robot, on met un feutre au milieu et j'ai une application. Et je peux alors tracer, grâce à mon programmation, différentes choses sur une feuille. Mais revenons sur notre petite souris robot. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est important de montrer à la maison aussi. Donc ici, c'est mon fils à la maison avec un ami qui y joue. Vous voyez que j'ai reproduit en fait sur l'iPad pour mon fils Pablo les petites cartes, enfin les consignes. Et avec son ami,
Ah ben, ils ont reproduit, donc ils ont mis les petites cartes, vous voyez, l'une à côté de l'autre pour faire tout le trajet. Et puis, son ami a appuyé sur chaque bouton. Après, on appuie sur démarrer et ça avance. Et comme vous pouvez le voir, ils se sont amusés à écraser les Playmobil. Parce que c'est assez fun de les faire tomber, hein. On peut faire un parcours avec ceux qu'on veut tuer ou pas, vous voyez. Vous pouvez me dire qui c'est. C'est assez chouette. Donc là, il faut quand même déjà avoir joué quelques fois. Mais ça les a bien amusés. Et c'est un exercice visuospatial très intéressant et de planification. Alors, vous allez me dire, là, c'est compliqué, vous voyez pas votre fille le faire. Mais si, vous allez voir, il y a des façons autres aussi. Donc là, c'est une de mes classes. Vous voyez une partie des élèves. Vous pouvez voir que certains sont en station debout. Il y a un qui est malvoyant. Il y en a d'autres qui attrapent tout ce qui est devant eux. Il y a des élèves qui ont été TSA. Différents profils, mais on joue ensemble. Et donc là, par exemple, chacun à son tour, on a juste mis les petites cases vertes, le petit tapis qu'on peut organiser comme on veut. Et chaque fois, on a déjà vu avant, on a déjà joué plusieurs fois, quand je fais avancer, elle va avancer juste d'une case. Ça permet de structurer un peu visuellement, mais vous pouvez les dessiner à la place, hein. Il y a même des tapis comme ça qui s'achètent faits, vous les faites. Et donc nous, le jeu, là, c'était juste de choisir une suite de cartes comme on veut. Et l'objectif, c'est que la souris sorte du carré, du rectangle, du tapis vert. C'était juste ça l'objectif. C'était déjà, donc c'était pas la première fois qu'on jouait. La première fois, c'était juste de choisir et voir ce que ça allait faire. Et là, c'était juste que ça sorte du, du tapis de jeu. Et ça les a fort amusés. Parce qu'il n'y avait pas une grosse pression non plus. Vous voyez, c'est assez. Je n'ai pas mis trop non plus. Et ils ont vraiment bien aimé. Vous voyez quand même qu'il y a un pod pour un des élèves qui a besoin pour communiquer à ce propos. Donc, voici le parcours d'un autre. Vous voyez qu'il s'est amusé à faire tourner, 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 ce qui a fait tout un tour, avancer, avancer. Elle est tombée avant la fin du parcours, mais ça les a fait beaucoup rire parce que c'était gagné déjà, hein. Et en plus, après, elle a continué. Mais vous voyez que la table est très grande, hein. Je fais attention évidemment que ce ne soit pas la grandeur de la table et qu'elle se casse. Mais elle est tombée plusieurs fois et je l'ai eu quand mon fils avait 3 ans, il en a 14 et demi. Donc c'est assez résistant. Là, vous voyez une autre élève qui a des défis moteurs assez importants. Je lui ai mis les cartes devant elle et par balayage, elle me désignait. Ce que j'ai déjà fait avec d'autres élèves, c'est que je les photocopie sur une bandelette pour qu'elles aillent devant eux. On peut le faire aussi avec désignation par le regard. Le regard, on peut les mettre sur une tablette. Ça va très très vite, hein. Commande oculaire, vous avez vraiment le choix de la désignation. Il n'y a que 5 propositions. Donc, c'est assez accessible. Vous pouvez ne pas mettre la petite animation, ça fait 4 propositions. Donc, c'est assez accessible au niveau de la désignation. Il n'y a pas de pression. Et comme vous voyez, cette jeune fille, ah ben, elle a choisi d'une façon assez précise. Elle a pas pris de risque. Elle a choisi hop, une petite action. Ça fait un petit bruit ou ça fait un petit mouvement. Avancer, 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 avancer. Et puis une petite action. Avancer, 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 avancer. Petite action. Il faut savoir que cet élève est considéré comme ne comprenant rien du tout par beaucoup de gens. On a même dit que la CA n'était pas faite pour elle. Mais Ce je ne couple, suis pas ce d'accord. couple, elle a été radicale en fait. Elle a Oui, donné pile le nom, enfin, oui, de bon but, nombre. elle a vraiment tout compris, quoi. Et Ah c'est oui, là qu'on voit que l'évaluation, ben, ça permet vraiment enfin, ce jeu, il permet de mettre en avant plein de compétences ben, que visiblement les autres ne supposaient pas pour cette demoiselle. voilà. Et en plus, il faut savoir que, vous voyez, elle est de côté, donc elle a dû choisir avancer, avancer en visée spatiale, et c'est quelqu'un qui ne se déplace pas seul. Ce qui est assez perturbant. Moi, j'ai pu voir au fil de ma carrière et au fil de ma carrière de maman aussi que ce qu'on m'avait appris à l'école comme impossible, surtout en mathématiques avec des personnes sans manipulation ou sans se déplacer seules, ce n'était pas vrai. Donc, je trouvais que cet exemple était assez intéressant aussi à voir par rapport à l'autre jeune, mais qui a participé de la même façon et qui a très bien réussi aussi. Donc voilà, c'est le petit exemple du sourire robot qui existe donc dans plein de modèles et qui est vraiment
Et même, je crois que alors Marilyn et moi, si on se met à jouer à ça, on va s'amuser aussi. Donc, c'est ça l'avantage. C'est pas quelque chose juste pour les jeunes enfants ou quoi. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut aussi des défis adaptés mais on ne prend pas de risques. On est toujours dans l'hypothèse la moins dangereuse dont Marilyn a parlé parce qu'on peut aller assez loin, on peut progresser, on peut voir que voilà, la dernière élève, elle avait fait quelque chose de très structuré. Et elle, bah, on a envie de faire des petits défis, de mettre parfois une barrière ou l'autre et de voir en se disant que peut-être qu'elle choisira d'aller se cogner contre la barrière parce que c'est comique. Moi, mon fils, c'est bien ce qu'il ferait. C'est assez comique. Donc, voilà, c'est assez amusant. C'est quelque chose de très riche au niveau pédagogique. Un autre sujet complètement, c'est dénombrer. En mathématiques, on pense surtout à ça. Les nombres, compter, etc. Je vais vous parler un peu du nombre de, les diverses représentations et aussi de ne pas oublier le autant, plus, moins, plus que, etc. D'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de jouer au jeu concept dont on avait parlé dans un autre webinaire que je fais, quand je mets les nombres, il y a toujours aussi peu et beaucoup. On n'est pas obligé, et c'est très important de passer aussi par ces notions de il y en a plus, il y en a moins que ça, il y en a beaucoup, il y en a peu. On n'est pas obligé d'aller dans le nombre exact tout le temps aussi. Et donc, le langage est important en mathématiques. Là, un des points que vous pouvez faire facilement vous-même, chez vous, en tant que parent, en tant que frère et sœur, en tant que grands-parents, mais aussi en tant qu'enseignant, c'est de distinguer le nombre de numéros, qui sera une base très importante pour le dénombrement. Si vous voulez développer ça, vous pouvez aller lire les livres de Stella Baruch ou de Rémi Brissot, qui en parle aussi, et d'autres pédagogues en mathématiques. En voilà deux. Il y a beaucoup de ressources, des vidéos YouTube, des documents à lire sur Internet gratuitement, puis vous avez des livres aussi, mais c'est totalement accessible. Il n'y a pas besoin d'être pédagogue pour les comprendre. Donc, par exemple, ici, vous avez, je vais vous demander le nombre de poules. Et donc, vous allez me dire 3. Très bien. Voilà, vous pouvez me le dire avec un geste, avec un outil de CA, avec un langage oral, et 3 différemment aussi. Merci pour les différentes représentations. Et donc là, c'est un nombre de poules. C'est important de bien le dire. Et là, si je vous demande le nombre de poules, c'est une, mais le nombre d'animaux, il y en a 4. Oui, très bien, Marilyn, tu es trop forte. Donc, il y a différentes façons de parler. Ça, c'est des nombres de. Par contre, là, on voit 24. Eh bien, est-ce qu'il y a 24 bus? Non, c'est le numéro du bus. Peut-être que dans le garage, il y en a 24, mais là, on en voit un qui a le numéro 24. Donc, on peut dire, ah, tu as vu les chiffres là ou le nombre? C'est le numéro du bus. Ce ne sera pas le nombre de bus. Le nombre de bus, c'est 1. La même chose, sur la maison, 366, c'est le numéro de la maison. Ça ne veut pas dire spécialement qu'il y a 366 maisons dans la rue ou qu'il y en a 366 à l'endroit. C'est le numéro. Donc là, vous pouvez dire, ah, ces chiffres-là, ou ce nombre-là, c'est le numéro de la maison. On va dire d'ailleurs, il y a 3 chiffres. Là, le joueur rouge, 17, c'est son numéro. C'est pas son âge, c'est pas son. Ça ne veut pas dire qu'il y a 17 joueurs. D'ailleurs, normalement, au foot, il n'y en a pas 17 sur le terrain, il y en a peut-être sur le côté. 6, là, c'est son numéro. Donc, juste dans la vie quotidienne, si vous dites, ah, là, c'est le numéro, là, c'est le nom, là, j'ai le nombre de, ce sera déjà important pour faire sa distinction. Il ne faut pas oublier que compter, ce n'est pas réciter la litanie. Moi, il y a beaucoup de parents qui disent, ah, mon enfant, il compte jusque 100, il va être fort en maths. Ben, pas spécialement. Il a une bonne mémoire. Tout comme réciter l'alphabet ne veut pas dire qu'on sait lire. Donc d'abord, il faut construire clairement la liaison entre un nombre et la quantité correspondante. Et ça peut passer par votre façon de l'exprimer. Alors voici un autre exemple. Donc je pourrais, pour compter ces fruits, faire 1 en montrant la pomme, 2 en montrant la poire, 3 en montrant la mandarine. Le problème, c'est que certaines personnes vont associer le 1, c'est le nom de la pomme en quelque sorte, le 2, c'est le nom de la poire, et 3, c'est le nom de la mandarine, c'est un peu leur numéro, et puis je m'arrête et je prends le dernier chiffre que j'ai dit.
beaucoup de personnes comptent comme ça. Alors qu'il faut vraiment le représenter comme ces 3 fruits. Et comme mes amis ont fait tout à l'heure, on peut le présenter avec des doigts différents, c'est même important. Différentes représentations de la même chose. Donc, essayez quand vous parlez, et je vais vous montrer comment faire, que ce soit par des exercices, mais aussi dans la vie quotidienne, de faire attention à votre langage mathématique. Donc, il y a 2 façons de parler des nombres, comme on a dit, le comptage. Par exemple, pour 4, je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Et sur ce petit essai-ci, vous pouvez voir que le 1 est associé au pouce, et le 2 pour un doigt, le 3 pour un doigt, le 4 pour un doigt, le 5 pour un doigt, le 6 pour un doigt. Tandis que vous pouvez aussi parler par décomposition. Pour 4, ce sera 1, 1, 1 et encore 1. Et là, on est sûr de ne pas aller dans le numéro. Il n'y a pas ce risque. Alors, vous pouvez le faire par exemple avec le jeu des proutes, que vous avez sûrement vu, c'est pour ça que je le prends. Donc, le jeu des proutes, qui va faire travailler au niveau sensoriel, puisqu'on va le voir, le numéro. Disons qu'on a pris 3. On va le voir sur la carte. On va l'entendre, puis ça fait glou, glou, glou. Donc, on va avoir une quantité représentée, mais on va aussi avoir notre mouvement, même s'il est aidé, c'est pas grave, mais on va avoir ce mouvement 3 fois. Si vous voulez le représenter visuellement, on peut mettre un jeton quand il a appuyé une fois, un autre jeton quand il a appuyé 2 fois, et encore un jeton, et on voit la quantité 3 représentée. Il y a d'autres façons de faire. Vous entendez mon fils, c'est parce que mon mari est en train de le mettre en pyjama à côté, si vous l'entendez. Et il fait des proutes. Et il fait des proutes. Voilà. Un autre petit exercice, c'est dénombrer 6 cubes. Dire 1 en déplaçant un cube, c'est déjà pas mal. Mais si vous prenez donc, vous décidez de le faire bien, comme on le propose, c'est d'avoir déplacé les cubes dans un autre endroit pour les compter. Si vous déplacez un prenant le cube, vous touchez le deuxième en disant 2, et puis seulement vous le déplacez, vous allez lui donner un numéro de nouveau. L'idéal, c'est plutôt de dire 2 après que le cube soit déplacé. Quand il a été rejoint à l'autre et qu'alors il y a une quantité de 2. Ça va favoriser la compréhension de la pluralité. C'est joli comme phrase. Je vais vous montrer. Donc, par exemple, vous prenez 2 plateaux. Vous mettez des cubes. Vous voyez, j'ai fait exprès. Ils ne sont pas semblables. Ils n'ont pas la même taille. C'est juste des cubes. Vous pouvez prendre des petits soldats, des petits bonhommes de la ferme. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, des fourchettes. Et donc, vous en avez d'un côté. Vous vous dites que vous voulez 3 de l'autre. Et donc, vous allez compter. Vous allez en prendre un, le mettre de l'autre côté, dire 1 quand il est dedans. Merci, Pablo. Waouh! Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a bien dit 1. Oh, bravo. Et puis, vous allez mettre le deuxième et dire 2. Et là, on a la notion qu'il y en a 2 de l'autre côté. Ce n'est pas juste lui qui est 2. Tandis que si on avait dit 2 et qu'on le déplaçait, on lui donnait le numéro de 2. Et la même chose pour 3. Bonne nuit. Donc, là, on a une meilleure compréhension, un langage et une attitude qui est mieux pour voir bien une quantité. Ça va? C'est clair? Donc ça, c'était... Alors, je sais que ça va assez vite et que c'est un sujet passionnant, mais on pourra développer, si vous voulez, une autre fois. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner. On a eu aussi, d'ailleurs, pour les trucs des possibles, l'école des possibles, le centre, pardon, j'avais donné une conférence dessus lors du colloque et je pense qu'elle est sur YouTube. Je ne sais plus. Enfin, si vous voulez développer, vous pouvez retrouver, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de ressources. Et si vous êtes demandeur, vous le demandez et on peut refaire un webinaire dessus. Une autre activité que j'ai faite dans ma classe et que j'ai vraiment aimé et qui montre bien qu'on peut aller dans des choses totalement différentes des mathématiques qu'on a en tête, de juste compter des objets ou faire des trucs assez précis dont on se souvient, qu'on pense se souvenir qu'on a fait en classe, c'est les mesures, donc les unités de mesure. Je l'ai réellement fait avec des élèves. Donc, on va parler des unités de mesure même. Alors, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on voulait voir quel était le couloir le plus long entre 2 couloirs dans l'école. Ça peut être 2 pièces de chez vous ou quelque chose d'assez long quand même pour pouvoir marcher. Vous allez comprendre pourquoi. Comment voir lequel était le plus long? On s'est dit qu'on pouvait compter le nombre de pas de chacun. Donc, on a été faire 2 traits collés avec du scotch
dans un couloir et chacun a marché et on a compté le nombre de pas. Alors moi, j'avais des plus longues jambes qu'un élève, qu'un autre, etc. C'est fait exprès, hein. Si on a tous les mêmes amplitudes, ça marche moins bien. Donc une famille peut très bien le faire. Pas besoin d'être 50 non plus. Alors vous allez me dire, oui, mais ma fille, elle est en fauteuil roulant. Ce n'est pas le cas de toutes les jeunes filles en syndrome de Rett, mais si c'est le cas, moi j'avais 3 élèves dans ma classe en fauteuil. Eh bien, on a compté le nombre de tours de roue. Et vous voyez, je l'ai représenté là, mais on a mis un peu de scotch de couleur. Et on a compté le nombre de fois. Et ce qui était intéressant, c'est que quand il y a des petites roues, on l'a fait aussi avec des petites roues. Et que c'était chouette parce que dans les 3 élèves, il y en a 2 qui avaient des grandes roues de la même taille, puis les autres pas les mêmes. Donc, je vais vous dire après où la leçon elle nous est entraînée, mais ce n'est pas obligatoire, hein. Donc, on a compté le nombre de pas de chacun, on l'a noté, et le nombre de tours de roue de chacun aussi. Comme ça, tout le monde participait. Il est hors de question que je fasse une activité où certains restent à regarder les autres uniquement, hein. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Et donc là, le but, c'était vraiment de voir juste que le nombre de pas était différent. On n'avait aucun fait le même nombre de pas pour la même longueur. Et la même chose pour les tours de roue. Ça va varier. C'était juste ça. L'objectif, c'était qu'ils s'en rendent compte. Et que, alors, on avait dû choisir, nos ancêtres, des choses qui ne bougeaient pas du tout. On avait vu aussi que le nombre de pieds ou le nombre de mains ou faire comme ça avec ses doigts, c'était pas la même chose non plus. On avait fait différentes choses pour voir que, alors, c'est pour ça qu'on avait choisi le mètre pour les longueurs, les litres pour les capacités, etc. Donc là, c'est une leçon qui a duré, mais ils l'ont vraiment bien assimilé. Après, on a pu parler des kilos, etc. Et il faut vous dire aussi que kilo, ne parlez pas des kilogrammes, ça ne leur parle pas beaucoup. Par contre, le K pour 1000 vues sur YouTube ou TikTok, ça marque tout de suite, ils savent que c'est 1000, hein, ça marche beaucoup mieux, donc choisissez bien. Et donc, l'objectif de cette leçon, c'était vraiment de voir pourquoi on a choisi des unités de mesure et à quoi ça servait. Après, on a pu aller continuer beaucoup plus loin, mais ça a été vraiment bien assimilé par tous. Et pour les roues, alors on a vu que les petites roues avaient fait beaucoup plus de tours, donc on les a ouvertes et on a revu les circonférences, qu'elles étaient plus petites pour les petites roues, c'était moins long, etc. Donc vous voyez, on a pu aller dans des choses qui semblent plus compliquées, mais ils ont tous retenu que les grandes roues, il fallait faire moins, etc. Donc on peut aller, c'était très très amusant. Et moi, j'aime bien, c'est une leçon à la base qui existe pour l'ordinaire, où évidemment, il n'y a pas les tours de roue du tout, hein, vous en doutez. Mais il suffit de réfléchir comment le faire pour que mes élèves puissent tous participer et qu'en plus, c'était beaucoup plus riche. Voilà, et je vous montre là que je suis polyglotte. Geste, muchas gracias. Je ne sais pas, les filles, si vous vouliez dire quelque chose à propos des activités. Évidemment, on a choisi 3 parmi énormément de possibilités. Moi, je dois dire que j'aime beaucoup celle avec la petite souris programmable au robot. Mhm. Ah, tu es ergo, je m'en doute pas. Bah oui. Et moi, je voulais dire que Caroline, tu nous as vraiment montré qu'on pouvait apprendre sans avoir évalué au départ et qu'au final, on avait quand même appris en fait. Même si on n'était pas dans la zone proximale d'éducation, en fait, là, je parle aux enseignants en fait, où on se dit, ouais, il faut être pile poil dans la bonne zone, mais je sais pas où aller. Ben, en fait, à partir du moment où on vit quelque chose, où on prend le temps de l'intégrer, on arrive à apprendre des choses et on arrive à construire un chemin d'apprentissage. Et je trouve que cet exemple des petits trous, ben, il est vraiment génial parce que même en ordinaire, ça peut être des choses qui vont être extrêmement difficiles à appréhender, les circonférences, voilà, c'est des trucs vraiment compliqués. Et alors que toi, tu le fais et parce que tu le vis, ben, tu le comprends et tu l'intègres beaucoup plus facilement. Donc, moi, j'ai envie de dire, ben, faut oser, quoi, en fait. Ouais. Et puis, il n'y a pas de risque. Ben Je ne non. fais pas une hétéro après, alors maintenant. Expliquez-moi pourquoi ça, non.
mais ils ont appris. On oublie parfois qu'apprendre, déjà quand Anne-Laure elle a expliqué au début ce que c'était apprendre, c'est merveilleux d'apprendre. Moi, c'est un peu ma drogue, hein, d'apprendre. J'ai pas besoin de prendre grand-chose comme truc, ni de faire des folies, mais apprendre est quelque chose qui me stimule. Et d'ailleurs, c'est prouvé que l'être humain a besoin d'apprendre. Ouais, c'est ce que je notais pendant que tu parlais, Anne-Laure, dans le chat, en fait, que les apprentissages, c'était tout au long de la vie. Moi, j'avais envie de donner une référence à particulier sur les mathématiques. Donc, tu as parlé, Anne-Laure, de Michel Mazo avec les troubles 10. En fait. Il y a pas mal de bouquins faciles d'accès qui sont super intéressants. Moi, j'ai envie de rajouter Alain Crouaille justement sur les mathématiques. J'ai pas la référence exacte en tête en fait. Je crois que c'est les mathématiques enseignées et rééduquées, pas rééduquées. Le livre qu'on aime toutes les deux? Oui, le Oui, livre rouge. oui, je ne sais pas si je l'ai ici, mais Moi, je l'ai de l'autre côté de la. partagé, oui. Voilà, ça c'est un livre qui est aussi extrêmement intéressant. J'ai envie de vous parler également du livre que j'apprécie beaucoup, justement parce qu'il a été écrit et qu'il porte un peu les mêmes convictions que moi. C'est Céline Carrette et Céline Nasbrook, élèves en situation de polyhandicap. Laissez-les nous surprendre ou laissez-nous nous étonner ou enfin voilà. Notez élèves en situation de polyhandicap et il y a un effet de surprise derrière qui est vraiment intéressant. J'ai envie de vous parler aussi, c'est un petit peu plus loin du syndrome de Rett, mais de Juliette Speranza. En fait, l'échec scolaire n'existe pas. C'est des choses qui me semblent vraiment importantes, justement pour parler de l'intérêt. Anne-Laure parlait de l'intérêt des élèves. En fait, moi, j'ai envie de vous dire aussi, essayez d'apprendre ce qui vous passionne à vous. Parce qu'en fait, quand on ne sait pas ce qui intéresse les personnes, parler de ce qui nous anime à nous, on le fait avec une telle flamme. Et on l'a vu ce soir en écoutant Anne-Laure, en écoutant Caroline. Quand ça nous anime, on passionne les gens, en fait. Et il y a fort à parier que si on est animé par quelque chose qui nous plaît, on amènera nos élèves avec nous, en fait. Souvenons-nous de quand on était jeunes sur les bancs de l'école. Voilà. Merci. Ben, on a un peu débordé, mais ça va. 1h15 de webinaire. On est bien dans les fiches. Félicitations. Check. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Oui, alors moi je vais juste simplement, ce que je propose qu'on fasse là, j'arrête l'enregistrement. On dit au revoir, au revoir. Au revoir.